Parce que la santé et le bien-être, ça passe aussi par l'activité physique. Harmonie Mutuelle est partenaire du Semi de Paris depuis 3 ans. Au-delà d'être une complémentaire santé, c'est surtout une mutuelle qui s'engage dans la prévention, notamment en défendant l'accès au sport et la pratique d'une activité physique régulière. Alors si vous aussi, vous voulez relever le défi cette année, je vous invite à retrouver tous les conseils pour bien se préparer sur www.harmoniemutuelle-semi-de-paris.com. Bienvenue sur Objectif Semi, le podcast officiel de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Que vous soyez débutant ou à la recherche d'une performance, nous allons vous donner toutes les clés pour réaliser votre préparation sportive dans les meilleures conditions. Bonne écoute. Soyez les bienvenus sur Objectif Semi, le podcast officiel de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à toutes les questions relatives à l'équipement, la récupération et la nutrition. Et pour nous aider à y voir plus clair et éviter les erreurs, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Johan Koal, athlète de haut niveau, mais également entraîneur au club du Périgueux Athlétisme. Johan, merci d'avoir accepté cette invitation de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Comment ça va ? Mais écoute, ça va très très bien, merci. Johan, tu es l'un des athlètes les plus expérimentés de l'équipe de France. Tu comptes à ton actif plusieurs participations à des grands championnats, comme les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe ou du monde, mais tu as aussi la réputation d'être un athlète très sérieux et très rigoureux en matière de récupération, de nutrition, d'équipement et de préparation physique. D'ailleurs, selon toi, est-ce qu'un bon coureur et une bonne coureuse ne doit pas seulement être capable de courir pour être performant, mais aussi savoir bien se reposer, bien manger, bien récupérer, bien s'hydrater, bien s'équiper pour être le plus performant possible? Ah oui, forcément, je l'ai toujours dit tout au long de ma carrière, je le prône, même si de temps en temps à mettre en place pour soi-même, c'est pas forcément évident. Les 3 points majeurs, sommeil, alimentation, hydratation, c'est les 3 points clés pour progresser en plus et en complément de l'entraînement, bien évidemment. Si on dort bien, qu'on mange bien, qu'on boit bien, si à côté de ça on s'entraîne pas, ça ne va pas fonctionner. Mais il faut avoir ces 3 points voilà, en tête d'affiche d'une programmation et puis pour avoir une bonne hygiène de vie de manière générale, ça va de soi que ça reste des points importants et du coup, j'ai toujours eu cette ligne de conduite là et je la garderai jusqu'à la fin de ma vie, même après carrière. Eh bien parfait, on est entre de très bonnes mains alors. Johan, dans cet épisode, on va s'intéresser plus spécifiquement à la préparation pour le semi-marathon, une course qui se trouve un peu à la frontière entre la vitesse et l'endurance. Et c'est aussi d'ailleurs une course qui a la particularité d'être accessible à tous les coureurs et toutes les coureuses, parce que tu n'as pas besoin d'être aussi explosif que sur un 10 km ou très résistant comme sur un marathon. De plus, le semi est souvent la porte d'entrée pour des courses d'endurance un peu plus longues et ça permet aussi d'emmagasiner de la confiance en soi parce que courir 21 km 0 975 c'est quand même significatif. Alors du coup, selon toi, Johan, est-ce que le semi-marathon c'est une course parfaite pour les coureurs et les coureuses qui ont envie de se faire plaisir? Ah oui, oui, exactement. Même si à titre perso, je ne l'ai pas couru en compétition, je l'ai pratiqué plusieurs fois à l'entraînement, hein, je dépasse régulièrement les 21 km sur des longues runs. Mais c'est vrai que c'est le bon compromis entre le 10 km, 5 km qui peut être parfois un peu violent, un peu rapide pour certains profils, et le marathon qui, bien sûr, le mur symbolique et légendaire du 35e qui peut vraiment faire mal et décourager beaucoup de profils. Bah, c'est une bonne phase de mise en œuvre, j'ai envie de dire. On peut commencer par un 5 ou un 10, voir où on se trouve, et avant d'attaquer un marathon, passer sur un semi et avoir de bons repères et de bons, comment dire, de bonnes traces de cette course parce que de manière générale sur l'ensemble des coureurs qui pratiquent un semi-marathon, les séquelles d'après-coup sont quand même bien moindres qu'un marathon. Donc ça, c'est une bonne étape. Je pense que c'est une bonne marche et puis pareil, ouais, 21 km, c'est quand même pas rien. C'est un bel objectif de vie, je pense, pour tout type de coureur, de faire un semi-marathon. Je sais que l'objectif majeur pour la plupart des profils, c'est de faire un marathon, mais l'étape importante à ne pas négliger, c'est le semi et du coup, ouais, je conseille vraiment à tout le monde de passer par là. Johan, tu l'as dit en introduction, quand on souhaite mettre toutes les chances de son côté lors d'une préparation, il faut se concentrer non seulement sur les entraînements, mais aussi sur la récupération, la nutrition et tout ce qui trait aussi à l'équipement, ne serait-ce que pour éviter de se blesser. Si on s'intéresse tout d'abord à la nutrition, toi en tant qu'athlète de haut niveau, quel regard tu portes sur cette partie-là? Et surtout, est-ce que tu as dû faire des sacrifices ou au contraire, tu gardes quand même le plaisir de bien manger, même en tant que athlète de haut niveau? Il faut garder la notion de plaisir. Ça reste un sport qui est quand même aussi difficile, hein, d'enchaîner des kilomètres. Des fois, on se prive beaucoup pour être performant. Et il faut garder cette notion de plaisir sans entrer dans l'excès.
C'est-à-dire que si une fois par semaine, j'ai envie de manger une pizza ou un burger et j'arrive à garder cette notion de plaisir, et bien évidemment, le carré de chocolat qui va bien après le repas aussi, c'est important et en plus, c'est bon pour la santé, donc il n'y a pas de mal avec ça. Mais voilà, faut garder comme tout, je le dis, c'est une régularité, une ligne de conduite et se faire, j'ai même pas envie de dire que c'est des excès, mais se faire justement des plaisirs de temps en temps, parce que c'est quand même un sport qui est difficile, et que si on est à 300% dans tout ce qu'on fait, il y a un moment où on va saturer, on va bloquer, et ça va péter quelque part, physiquement, mentalement, ou voilà, ça va dégrader, et on sera moins dans une notion d'entretien, d'entraînement, de volonté d'y aller. Et ça, une fois qu'on est trop ouais, trop à fond dans ce système-là, c'est le piège. D'être dans le trop, c'est pas bon non plus. Il faut savoir, ouais, garder ce petit recul pour, euh, pour voilà, manger un bon repas en famille, boire un bon verre de vin. Ça fait pas de mal. Bien au contraire, ça fera du bien au mental. Et puis le lendemain, sur un petit run, ça va vite s'évacuer. Donc, c'est pas les calories qu'on va prendre sur une soirée qui vont annuler toute une préparation ou une programmation. Bien évidemment, on évite la veille de course de manger une grosse raclette ou une grosse tartiflette, hein, parce que ça va laisser des traces sur l'instant T et sur le jour J. Mais sinon, voilà, faut garder le plaisir avant toute chose, et c'est une ligne de conduite de la vie aussi de manière générale, hein. C'est être rigoureux, c'est bien, mais avoir du plaisir, c'est important. Effectivement. Johan, dans la nutrition sportive et particulièrement en endurance, ces derniers temps, on entend énormément de choses avec des nouveaux régimes qui font aussi pas mal fureur sur les réseaux. Alors c'est vrai qu'historiquement, on nous conseillait de manger beaucoup de sucre lent comme des riz, des pâtes et aussi de privilégier les viandes blanches ou les poissons. Toi, quelle attention tu portes à ton alimentation? Est-ce que tu fais les choses de manière peut-être un peu intuitive ou au contraire, tu es très méticuleux sur tes apports nutritionnels? Comment tu organises tes repas? C'est vrai que je suis un peu de l'ancienne école, j'ai envie de dire, entre guillemets. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, on entend beaucoup et on voit beaucoup de choses sur la nutrition. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup de demandes sur ça, et j'ai pas encore osé me lancer dedans, parce que il y a beaucoup de variantes, en fait, j'ai envie de dire. Moi, je suis un peu, voilà, riz, pâtes, tout ce qui peut être mélange de céréales, pois cassés comment dire, ou légumes secs. J'essaie de diversifier de cette manière, mais ça reste vraiment quand même assez répétitif. C'est vrai que je suis dans les œufs au petit déjeuner avec un bout de pain complet, un peu de miel local, le café qui va bien. Le midi, pareil, je vais avoir ma viande blanche, une fois par semaine de la viande rouge. Et c'est vrai que je reste dans les lignes de base, on va dire, du demi-fondeur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de styles de régime, de rééquilibrage alimentaire qui existent. Et c'est un sujet qui est quand même assez, j'ai envie de dire, délicat, parce qu'encore une fois, il faut que ce soit adapté à chacun. Il y a eu aussi la mode, hein, il y a quelques années, de la prise de sang qui testait nos allergies à 400 produits. Et j'ai beaucoup d'athlètes en France qui ont fait cette prise de sang et qui ont complètement modifié leur alimentation suite à ça. Et finalement, ça s'est avéré plutôt négatif, parce que c'était hyper contraignant et que ça rajoutait une contrainte mentale, encore une fois, qui était très difficile. Donc je pense, si on a l'habitude de manger du pain et qu'on arrive à courir derrière, avoir mangé son bout de pain et sa confiture au petit-déj, ben, il faut pas forcément changer ça. Il faut juste essayer de rééquilibrer, peut-être en manger un petit peu moins, et voilà, amener un peu plus de céréales complets ou autre. Enfin, il y a des bonnes choses. Il y a, avant toute chose, la meilleure des choses, de toute façon, c'est le ressenti personnel. Chacun est à son propre profil et va avoir l'alimentation qui lui correspond, même si bien évidemment, il y a des grandes lignes. Comme je le disais tout à l'heure, on va pas manger hyper gras ou un burger la veille de compétition. Et même si on va entendre qu'il y a des grands sportifs qui ont fait de grandes performances en ayant eu un écart à la veille de compétition, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles strictes et dures, mais encore une fois, ça restera sur la régularité. Si on mange, voilà, assez correctement tout au long de l'année, des légumes verts, des légumes, diversifier son alimentation, du riz, des pâtes, tous les mélanges de céréales qui peuvent exister aujourd'hui, tout un tas de viande blanche. Mais bien évidemment, encore une fois, ce soir par exemple, je vais manger des sushis et j'aurai pas de regret après avoir pris ce petit extra, on va dire, de la semaine. Donc, selon toi, on peut manger autre chose que du riz et des pâtes quand on est un coureur d'endurance? Ah oui, 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 on peut. Il y a beaucoup de choses qui existent. Ça reste proche, mais il y a tous les mélanges de blé, tous les mélanges d'avoine, tout ça qui existe aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de choses. Le tofu, des choses en termes de protéines voilà, qui arrivent. Il y a beaucoup de nouveaux produits qui sont pas trop modifiés, j'ai envie de dire, et qui sont complémentaires à une bonne alimentation. Et voilà, en cherchant un petit peu, on peut trouver vraiment des choses bien. Mais, euh, mais voilà, il faut garder quand même cette base. Enfin, pour moi, je garde cette base voilà, de féculents, de légumes, ma viande blanche, midi et soir, la petite collation à 4 heures, et le petit déjeuner. Ça reste quand même les mêmes grandes lignes depuis de nombreuses années.
Et est-ce que tu vas manger différemment en fonction, si par exemple tu as fait des séances peut-être un petit peu plus intensives que d'autres, le soir ou après avoir fait tes séances, est-ce que tu vas modifier ton alimentation ou faire attention à certains apports en particulier? Personnellement, non. J'ai jamais été sur cette type de vision-là. C'est encore une fois plaisir. Le truc, quand il fait bien chaud en été, que j'ai fait une bonne séance spécifique ou autre, je vais être carrément dans l'excès et pour un verre de coca après l'effort parce que j'ai besoin de sucre rapide et que ça recharge direct les batteries, alors que diététiquement et caloriquement parlant, c'est zéro pointé et pourtant ça me fait du bien. Et c'est ma petite récompense d'après séance. Il faut savoir aussi, je le dis, garder cette notion de plaisir. Je ne vais pas modifier ma séance, je vais juste voilà faire vraiment mon alimentation. Je vais juste faire attention la veille de compétition, les 2-3 jours avant, les 3 semaines avant une compétition aussi. Pareil, moi je réduis les quantités pour essayer d'arriver sur je termine en gros chaque repas sur une légère sensation de faim. J'entends bien légère, hein, c'est pas je sors de table et j'ai mangé 3 grains de riz. C'est que je garde cette petite sensation de faim, je me sens mieux, je dors mieux et j'arrive en poids de forme comme ça à chaque événement important que j'ai programmé. Ça, je le fais 3 semaines avant la compétition. Et du coup, j'adapte voilà jusqu'à la veille mon riz et ma viande blanche qui va bien. Et puis le jour J, je change pas mon petit déj et je reste voilà dans les mêmes quantités que d'habitude. C'est juste sur l'approche, mais après une séance importante ou après un gros cycle de travail ou pendant un gros cycle de travail, non, je ne modifie pas ça. Je reste sur ma ligne de conduite en fait où c'est une régularité tout au long de l'année qui va faire que je suis assidu dans ma préparation au niveau alimentaire. Donc, ce qu'il faut, c'est éviter peut-être d'avoir des changements qui peuvent être trop brutaux. Et surtout, c'est beaucoup de bon sens dans la nutrition sportive. Et il n'y a pas besoin de complexifier trop les choses. Finalement, voilà, notre corps, c'est aussi nous dire ce dont quoi il a le besoin, quoi. Voilà, exactement. Tu as très très bien résumé. Il faut savoir avant tout avoir un peu de bon sens et de se connaître, éviter de mettre trop d'huile, trop de matière grasse, trop de beurre, tout ça. Il en faut, hein, mais il faut tout contrôler tout simplement. Et il y a tellement d'aliments aujourd'hui qui existent et qui peuvent nous rendre voilà, le petit plaisir de fin de repas en mangeant des bonnes fraises de saison, ou des légumes ou des bons fruits de saison. C'est agréable. Et du coup, on peut se faire plaisir en étant rigoureux dans son alimentation. Et encore une fois, à côté de ça, avoir des extras vraiment en famille ou autre pour lâcher la pression et avoir des repas un peu plus caloriques, on va dire. Selon toi, à partir de quand, dans notre préparation, on doit faire peut-être un petit peu plus attention à notre alimentation? Est-ce que c'est la veille d'une compétition? Est-ce que c'est 2 semaines avant ou c'est peut-être plusieurs mois avant? On peut commencer, je te le dis, c'est que sur du long terme, c'est d'une manière générale à bien manger. De toute façon, on le verra directement, hein. J'ai l'habitude de faire 3 semaines de coupure après la saison et je mange mais vraiment, vraiment n'importe quoi, à n'importe quelle heure. Et du coup, je vois, j'ai des problèmes, j'ai la peau qui devient irritée, j'ai des plaques sur la peau, je dors moins bien, je suis un peu plus agressif. Enfin, ça joue sur le comportement, l'alimentation, et c'est pas, ça je l'invente pas. Et du coup, d'avoir une hygiène de vie au niveau alimentaire, ben, déjà, on s'en sentira mieux à l'entraînement, dans la vie de tous les jours, et du coup, forcément, ça va aller dans le bon sens. Donc non, je conseillerais de faire sur du long terme une régularité alimentaire tout au long de l'année, et puis les 3 semaines avant, comme je le fais moi, réduire un petit peu pour se sentir un petit peu mieux, un petit peu plus léger, arriver correctement, enfin, dans une bonne conscience sur l'événement. C'est ça que j'ai envie de dire. Si tu arrives et que tu as fait une bonne alimentation, que tu as un poids qui te convient, que tu te sens bien dans tes allures de course sans forcément te peser tous les jours, mais pourquoi aller réduire et manger 3 grains de riz la veille de course alors que tu as faim? Il faut quand même aussi alimenter la machine, hein. On s'entraîne, on fait des bornes et le carburant, c'est l'alimentation. Donc, autant bien, bien s'alimenter pour pouvoir être encore une fois sur un ressenti personnel et avoir les meilleures performances possibles. C'est avant toute chose en apprenant à se connaître. Ça, c'est quelque chose que je prône depuis toujours avec mon coach aussi. C'est apprendre à mieux se connaître pour gérer ses sensations à l'entraînement, gérer sa vie de tous les jours. Quand tu te connais et que tu es bien dans ta peau, bah, tu as des répercussions sur ton entourage, sur tes runs, sur tout. Ça reste de la régularité, encore une fois. Merci beaucoup, Johan, pour ton partage d'expérience au niveau de la nutrition. Ça fait plaisir de voir que même un athlète de très haut niveau gère son alimentation finalement avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de bon sens, parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à complexifier les choses. Et puis, tu nous l'as dit, c'est quelque chose de très personnel. Donc, si vous vous intéressez à ces questions-là et que vous cherchez aussi à optimiser vos apports nutritionnels, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un diététicien, un nutritionniste pour avoir peut-être quelque chose d'un peu plus individualisé. Johan, je te propose maintenant qu'on s'intéresse à un élément tout aussi important dans la performance, c'est toutes les questions qui sont relatives à la récupération. D'ailleurs, selon toi, est-ce que c'est indispensable si on souhaite progresser, la récupération, voire même si on souhaite ne pas régresser?
Ah oui, oui, la récupération est une phase importante de l'entraînement. Ça, c'est le plus dur à assimiler, j'ai envie de dire. Là-dessus, je dirais faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à accepter les phases de récup, même si elles sont primordiales et importantes pour progresser. Les jours de repos, les repos complets, ça c'est dur. Le lendemain, on se sent moins bien et on a du mal à vouloir faire des repos. Et pourtant, si on devait reposer toute une carrière de la majorité des grands sportifs ou moins grands sportifs, à chaque fois, tout le monde reviendrait dessus en disant que le repos fait partie de l'entraînement j'invente rien encore une fois en disant ça, c'est un fait. Le repos fait partie de l'entraînement. Il faut s'entraîner, il faut savoir se reposer pour être performant. Johan, dans la récupération, il y a des phases de repos, des phases d'assimilation. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes stratégies pour optimiser sa récupération? Ben, je ne sais pas si je vais employer les bons termes. Moi, quand j'appelle la phase de récupération, c'est par exemple, je vais effectuer un stage à Fourmeux, là, comme je l'étais récemment. J'ai fait 2 mois de mon altitude et j'avais un jour de repos complet par semaine. Donc ça, je vais apporter ça sur du repos. Il s'est avéré à la fin de ces 2 mois-là, et ben, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais assez fatigué ou autre. Et là, j'ai eu 4 jours de repos complet. Je suis à un mois d'une compétition et mon coach me met 4 jours de repos complet. On peut prendre ça comme une phase de fatigue chronique ou autre, ce qui était à peu près le cas finalement, parce que j'ai énormément travaillé, énormément sollicité mon corps. Et là, ces 4 jours, moi, je le prends comme une phase d'assimilation de tout le travail effectué en amont. Mon corps régénère, je le vois sur les tests cardio que je fais chaque matin au réveil. Je vais beaucoup mieux et là, je suis en train de monter en puissance. Alors que je fais rien, je suis dans mon canapé, je fais des journées jardines, je suis avec les enfants. Je suis pas du tout dans l'entraînement et puis finalement, sur les tests cardio, on voit que je suis en train de monter en puissance alors que je vous dis 4 jours de repos complet, un footing à 12 à l'heure le 5e jour, encore un jour de repos complet. Et ce matin, j'ai fait footing ligne droite et je reprends les séances que demain. Donc pendant une semaine, j'ai 2 jours d'entraînement et 5 jours de repos complet. On pourrait croire que c'est néfaste pour l'organisme, mais finalement, je sais que ça me fait un bien fou. Je le vois déjà sur les tests cardio. Donc le repos, c'est important. L'assimilation d'une phase de travail, d'un cycle de travail est aussi à prendre en compte et savoir prendre 2, 3, 4 jours de repos complet derrière, ça fait pas de mal. On en a besoin, on est humain et comme je dis, on s'alimente bien, on dort bien, je fais ce qu'il faut, je m'hydrate bien, je fais tout ce qu'il faut, j'ai tout un tas de machines de récupération et pourtant j'ai besoin de ces 4 jours pour que mon corps revienne en forme et soit préparé mentalement et physiquement pour attaquer la suite du programme. Johan, est-ce que tu peux partager avec nous tes protocoles de récupération? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour optimiser toutes ces phases? Tu sais, il existe beaucoup de choses entre la cryothérapie, l'électrostimulation, les bains froids, les automassages. Qu'est-ce que tu peux nous recommander? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui sur le marché avec toutes les nouvelles technologies. Pour moi, le plus révélateur et le plus symbolique, c'est le massage de récupération. À titre perso, c'est 2 à 3 séances par semaine d'1 heure de massage. Si on n'a pas de kiné à disposition, je sais que ça peut forcément pas être évident pour tout le monde. L'automassage est très bien. On peut vraiment se masser avec des huiles qu'on trouve dans tous les commerces aujourd'hui. Ça, c'est vraiment très bien. On peut le complémenter avec un simple rouleau de massage pour faire des séances le soir. Moi, j'aime bien faire 10 minutes tous les soirs de rouleaux de massage, en plus des soins que j'ai tout au long de la semaine. C'est accessible, hein, c'est une vingtaine d'euros le rouleau de massage. On se fait 10-15 minutes sur le corps de manière générale. Ça va vraiment délayer les tensions et aider au corps à mieux récupérer. Il y a aussi l'électrostimulation qui existe, la cryothérapie, il y a le Game Ready avec la pressothérapie associée au froid. Il y a beaucoup de choses, vraiment, il y a énormément de produits qui sont disponibles sur le marché. Mais je dirais en termes d'accessibilité de base, on va partir sur un massage et du rouleau. Et ça va être vraiment voilà, la base pour récupérer. Et ensuite, on va pouvoir, si on le souhaite un peu plus être pointu dans la récup, investir dans l'électrostimulation, la pressothérapie, avoir un bain froid, ça pareil, ça peut être accessible à certains comme ça peut être compliqué pour d'autres. Donc c'est des choses de prendre juste une douche froid, chaud, alterner des 30 secondes, ça aide aussi pour bien récupérer. Donc voilà, la base pour moi, c'est vraiment voilà, automassage, rouleau, et ça c'est accessible vraiment à tout le monde. Et est-ce que en matière de récupération, tu sais, on parle beaucoup de étirement, d'assouplissement. Toi, quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que tu en pratiques et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah ça c'est pareil, c'est un sujet sur lequel je m'oriente pas vraiment parce que je sais qu'il y a 2 écoles aujourd'hui, il y a les pro étirements et les anti étirements. Moi, je suis un peu dans les 2, du coup, ça tombe bien, j'ai envie de dire. Je fais entre mes séances, mon footing, mes étirements actifs des 8 à 10 secondes par membre
mes gammes. Et comme ça me permet avant chaque séance d'être échauffé sur de l'étirement actif. Et une fois par semaine, j'ai une séance d'étirement, j'appelle ça lourd, entre guillemets, c'est sur du 20 à 30 secondes par membre. Et ça, j'aime bien le faire, par exemple, quand je suis dans un sauna ou des espaces plus chauds, ou le soir avant d'aller au lit, je fais mon rouleau et après, je vais m'étirer. Mais oui, j'ai les deux. Je me sens bien après, ça apporte un peu d'élasticité musculaire, mais après, c'est pareil, il faut se connaître encore une fois, pas aller chercher une amplitude qui est forcément pas la nôtre pour créer des tensions ailleurs, c'est pas utile. C'est vraiment de l'étirement, je me pose, l'étirement lourd, je me pose, je mets mon muscle en tension, j'attends une vingtaine de secondes dessus, et ça reste ça. Je vais pas chercher de l'extra, hypertension, enfin, hyper extension, j'ai envie de dire, des fibres pour me blesser ou autre, c'est pas l'idée. Donc oui, les étirements, moi j'en fais, je suis pour les étirements. Après, je vous dis, je vais pas vous dire, il faut faire des étirements à 100% parce que c'est la solution. Il faut se connaître. Faire des étirements en légère tension, je pense que c'est bon pour l'organisme, mais il faut les faire à des bons moments précis dans un entraînement. C'est pas du jour au lendemain faire juste après une grosse séance de côte ou de vitesse faire des étirements. Non, c'est pas, je le conseille pas du tout. Mais par contre, le soir avant d'aller au lit ou le matin en se réveillant, oui, on peut faire une vingtaine de minutes d'étirement pour récupérer. Un autre point que je voulais aborder avec toi en matière de récupération, parce qu'on a tendance vite à oublier que l'un des meilleurs moyens de récupérer, c'est évidemment la nutrition, mais c'est aussi le sommeil et l'hydratation qui sont des fondamentaux en matière de récupération. Toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu penses que c'est vraiment au cœur de la récupération d'un ou d'une athlète? Ah oui, fortement. Le minimum vital qu'on entend, de toute façon, on peut lire partout, c'est 1,5 litre d'eau par jour. J'ai encore une bouteille, je l'ai toujours avec moi. C'est voilà, c'est vraiment le strict minimum. Moi, personnellement, je suis à 3 litres. Après, par contre, c'est vrai que c'est assez contraignant. Tu vas tout le temps aux toilettes, mais bon, c'est comme ça que tu aides ton organisme à bien récupérer. Donc 3 litres d'eau par jour et 8 heures de sommeil minimum, plus la petite sieste quand je le peux. Après, je suis pas trop un gros dormeur de la sieste. Je fais juste 15-20 minutes où je vais être en sommeil assez conséquent et ça me suffit moi pour être dans une bonne récupération. Donc des nuits de 8 heures, une sieste de 15 à 20 minutes, mais je reste allongé 1 heure et demie, 2 heures parce que c'est mon métier, donc j'ai la chance de pouvoir faire ça. Et ensuite, 3 litres d'eau par jour. Mais pour un monsieur qui est dans son bureau ou une dame qui va travailler toute la journée, d'avoir au moins 1,5 litre étalé sur la journée, ça va nous éviter d'aller aux toilettes tous les 3-4 minutes. Et puis si on rajoute à côté de ça une infusion ou des tisanes, ça peut vite monter à 2 litres. Et ça, c'est quand même un minimum vital pour être dans une bonne hygiène de vie de toute façon. Même si on ne fait pas de sport, c'est le minimum vital d'avoir 1,5 litre d'eau par jour. Johan, je te propose maintenant qu'on passe à la dernière partie de cet épisode. On va s'intéresser à l'équipement, car malheureusement, il suffit de se balader dans les centres-villes ou encore les quais pour voir des joggers courir avec des chaussures, alors soit qui datent d'un autre temps ou qui ne sont carrément pas adaptées à la pratique du running. Et là, ça peut être problématique parce qu'il peut avoir évidemment des risques de blessures. Toi, quelle place tu accordes à ton équipement? Moi, c'est toujours été, encore une fois, je l'ai dit, je suis quelqu'un de très minutieux dans sa préparation, dans sa programmation, dans tout ce que je fais, j'essaie d'être pointu. Donc, depuis tout jeune, dans ma préparation, j'ai toujours eu plusieurs paires de running, même quand je devais les payer au tout début. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un équipementier et de les avoir gratuitement, mais j'ai toujours eu au moins 3 paires de running. Une paire de légères, 2 paires d'intermédiaires ou de lourdes, ce que j'appelle intermédiaires de lourdes, pour faire mes runs. Parce que je considère que déjà de base, il faut 24 heures pour que la mousse, l'amorti se remette en forme. Donc quand tu cours 2 fois par jour, si tu cours matin et soir avec la même paire, tu as le risque de blessure qui est favorisé. C'est notre seule protection qu'on a avec le sol. Et du coup, j'ai toujours été très, très, très consciencieux dans cette approche-là et dans toutes mes négociations de contrat ou voilà, j'ai jamais, pour moi, c'est un point majeur d'avoir la priorité sur voilà, l'équipement. C'est comme j'ai dit à l'instant, c'est la seule protection qu'on a avec le sol. Il faut surtout pas négliger sa paire de running. Aujourd'hui, ça aide à durer dans le temps. On peut faire de longues carrières, on peut faire de longs kilomètres aussi avec une bonne paire de running et savoir la laisser récupérer aussi sa paire de chaussures parce que mine de rien, quand on fait juste 10 ou 15 kilomètres avec le poids le poids du corps qui vient impacter sur le sol, ça tracasse la mousse. Et comme je dis, il faut bien 24 heures pour qu'elle se remette en place, l'amorti. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut essayer quand on court plusieurs fois par semaine, si on court à partir de 3 fois par semaine, je conseille quand même à tout type de runner. Je sais que c'est
un investissement d'avoir au moins 2 paires de running pour s'entraîner. Justement, comment tu nous conseilles de nous équiper quand on prépare par exemple un semi-marathon, qu'on n'est pas forcément un athlète de très haut niveau, mais qu'on a envie voilà, de faire les choses bien, d'avoir le bon équipement adapté aux bonnes séances. C'est quoi les modèles que tu peux nous conseiller si par exemple on veut faire des séances à intensité, des sorties longues, voilà, quels conseils tu peux nous donner par rapport à tout ça? Je vais partir sur les chaussures. Déjà, c'est vrai que c'est important, je l'ai dit, d'avoir plusieurs paires quand même pour essayer de garder sa petite paire de compétition. Déjà, on la met très rarement, la paire de compétition. C'est vraiment sur quelques séances spécifiques parce qu'on se pointe pas du jour au lendemain sur la compète avec une paire comme ça. Il faut la mettre avant et la tester pour éviter tout risque de blessure aussi et d'ampoule. À titre perso, je vais parler parce que je suis un athlète Adidas et je prends une paire de lourdes, une paire intermédiaire et la paire de compétition. Je conseillerais d'avoir voilà 3 paires, donc 2 qu'on utilise régulièrement. Pour la paire intermédiaire, je conseillerais la Boston d'Adidas qui est un très très bon produit qui permet de faire des footings, des fartleks, des séances de côte, voire des séances de piste parce qu'elle est vraiment intermédiaire mais avec une semelle très fine et du coup en plus elle est hyper confortable et ça c'est un produit qui est hyper polyvalent. Donc pour un coureur qui va avoir un peu de budget de s'entraîner, prendre ce type de produit là et la paire de lourdes type Glide, Ultra Boost 21. Enfin, il y a plusieurs vraiment chaussures qui sont faites pour les footings, pur et dur. Celle-ci, on peut fractionner avec, faire ces séances un peu plus spécifiques et garder la légère pour vraiment la séance à J-10 et la compétition. D'accord, donc tu vas utiliser une paire de compétition, donc très légère, très dynamique, que tu vas vraiment réserver pour la compétition ou les séances un peu test. Tu vas utiliser après une Adidas Boston pour tes entraînements un peu plus polyvalents, où tu vas faire du fall trek, des séances où tu vas un peu allier vitesse et endurance, et des chaussures un peu plus confortables comme les Ultra Boost 21 pour enchaîner les kilomètres, pouvoir aussi pas solliciter trop les tissus musculaires et améliorer la récupération. Et en matière de textile, qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Alors sur la partie textile, je vous recommande d'éviter les t-shirts en coton. C'est vrai que ça peut, surtout en été, notamment retenir la transpiration, vite devenir assez lourd et désagréable à porter. Les irritations seront aussi beaucoup plus importantes avec un t-shirt en coton. Donc aujourd'hui, il y a des matières très techniques qui existent sur le marché. Vous en trouverez dans toutes les marques. Et après, c'est vraiment pareil. Encore une fois, sur un ressenti, il y en a qui vont préférer les débardeurs ou les manches courtes. Encore une fois, c'est des choses qu'on utilise avant l'entraînement et on se pointe pas du jour au lendemain sur un semi-marathon avec un short tout neuf et un débardeur tout neuf parce que ça peut créer des irritations et du coup c'est comme tout, ça se prépare en amont, ça reste 21 km et du coup ça crée des frottements et ça peut faire vraiment très mal et ça peut être un fort désagrément comme je disais, comme une paire de chaussures neuves, si on se pointe chaussures neuves, shorts neufs et débardeurs neufs, ça peut créer des surprises, de très mauvaises surprises sur une course, ça peut très bien passer aussi mais du coup il faut quand même tout privilégier. On n'en fait pas 36 dans l'année, donc autant bien le préparer, je pense, et autant arriver le plus armé possible. D'autant plus si on a fait une bonne préparation en amont, ça serait dommage de tout gâcher sur un one shot. Eh ben c'est noté. Merci Johan pour tous tes conseils. Selon toi, quels sont les éléments clés à retenir pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la préparation d'un semi-marathon, qui souhaite courir un semi-marathon? C'est quoi les derniers conseils que tu peux donner pour synthétiser un petit peu notre échange? C'est ce que je disais depuis le début, c'est de la continuité. Soyez assidus dans ce que vous faites. Quand je dis assidu, c'est on se programme un semi-marathon peut-être 6 semaines, peut-être 8 semaines, peut-être 10 semaines. Mais si on se donne ces 10 semaines, on va essayer de les faire aller à 80%. Je ne vais pas dire à 100% parce qu'encore une fois, c'est éviter la répétition, le burn-out et tout ça. Donc, essayez d'être consciencieux dans ce que vous faites. Si on a une bonne conscience, qu'on mange à peu près bien, qu'on dort bien, qu'on s'hydrate bien, qu'on s'entraîne bien, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas à l'arrivée. Donc, c'est juste faire ça par passion. Et si toutes ces petites clés, ces petits points sont associés, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Bien au contraire, si on met tout dans le bon sens, même si le chrono est pas là à l'arrivée, mais qu'on a pris du plaisir dans notre préparation, ça va en donner envie d'en refaire un deuxième, plutôt que si on est à trop à fond, qu'on rate le jour J, qu'on est trop stressé, que tout est négatif, que j'ai tendance à le dire, la spirale négative, elle est mauvaise. Donc, garder avant toute chose la notion de plaisir, ça c'est important. Et voilà, être régulier dans sa préparation et n'oubliez pas les soirées avec les copains parce que ça fait du bien aussi pour une préparation, c'est important. Merci beaucoup, Johan. On peut te retrouver effectivement sur tes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook et sur ta chaîne YouTube, je crois, qui s'appelle Johan Koval, tout simplement. Johan Koval. Merci infiniment, Johan. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt, avec plaisir. Merci à toi.
J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favori et à nous laisser une évaluation. Vous pouvez nous retrouver dès maintenant sur la page Instagram et Facebook de l'Harmonie Mutuelle Semi de Paris. Et si vous cherchez des conseils pour vous préparer dans les meilleures conditions, rendez-vous sur www.harmoniemutuellesemideparis.com. Vous trouverez tous les liens en descriptif de cet épisode. Je vous dis à bientôt.